Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 15 du podcast Ma semaine Star Wars. Aujourd'hui, on va poursuivre les comics de la série Tales of the Jedi. On va voir la mini-série en 2 numéros qui se nomme Ulic Qel-Droma and the Beast Wars of Onderon. Tout d'abord, comme toujours, je vais vous faire un petit retour sur ma dernière semaine. J'ai beaucoup avancé dans mes lectures de Star Wars, de l'univers légende, où ce que moi j'étais rendu de mon côté. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais en train de lire le 2e roman jeunesse de Last of the Jedi Dark Warning. Je l'ai terminé, c'était bien. Encore une fois, les petits livres, les petits romans jeunesse de Jude Watson, c'est très bon. Je vous le suggère vraiment à tout le monde. Sinon, avant de passer au 3e roman jeunesse de cette série-là, je devais lire une petite nouvelle qui se nomme Les Fantômes des Sith. Cette nouvelle-là se situe entre le 2e et le 3e roman de la série The Last of the Jedi. Bref, j'ai lu ça assez rapidement. C'était très court, mais c'était bien intéressant aussi. Sinon, maintenant, je suis présentement en train de lire le 3e, qui se nomme Underworld. Petite précision avec le 3e numéro, c'est à partir de ce moment-là que un des personnages qu'on aime bien, Obi-Wan Kenobi, quitte et ne fait plus partie de cette série-là. Il était là vraiment, je crois, juste pour introduire un peu notre personnage principal qu'on connaissait des autres séries écrites de Jude Watson, qui était vraiment un personnage très, très secondaire. Mais là, comme on est rendu à l'ère de l'Empire, évidemment, Anakin Skywalker est devenu Darth Vader, donc il est plus vraiment disponible pour jouer un rôle principal dans ses romans. Puis encore là, Obi-Wan Kenobi, c'est déjà bon qu'on ait pu le voir parce qu'on sait que lui doit rester caché sur Tatooine pour protéger Luke Skywalker. Donc, c'était déjà très risqué pour lui de sortir pour aller aider notre nouveau personnage principal. Bref, je suis dans cette lecture-là. Pour l'instant, j'aime vraiment ça. J'en profite, là, je prends mon temps. C'est des petites lectures très simples, mais vraiment, l'histoire est très intéressante. Sinon, je vais vous parler un peu des petites réceptions que j'ai eues récemment. J'avais fait, si on veut, des commandes pour certains livres de l'univers légende que je cherchais et aussi de l'univers canon de Star Wars Disney. J'ai reçu cette semaine un omnibus qui regroupe, si on veut, tous les comics touchant l'événement de War of the Bounty Hunters. Ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti cet omnibus-là. J'attendais tout simplement qu'il y ait un petit spécial ou un prix un peu plus abordable pour me le procurer. Puis c'est arrivé cette semaine. Donc j'ai mis la main sur ça, je l'ai reçu, je suis très content. Donc je l'ajoute à ma collection de comics Star Wars de l'univers canon que je vais lire vraiment plus tard, mais je vais les avoir, donc je suis pas inquiet que je vais lire ça éventuellement. Sinon, 2 autres livres, ou plutôt guides, de l'univers canon de Disney. J'ai reçu The Bounty Hunter Code, qui est une espèce de guide de tous les Bounty Hunters. On en apprend l'information sur certains personnages de Bounty Hunter, puis aussi un peu sur, si on veut, leur façon de faire dans cet univers-là. Bref, je vais lire ça éventuellement, puis je vais certainement vous en parler. Sinon, dans la même série, j'ai reçu Smuggler's Guide, donc celui-là qui est un peu plus pour les contrebandiers de l'univers Star Wars canon. Donc ça aussi, je vais lire ça éventuellement, puis on en parlera. Sinon, je sais que l'épisode d'aujourd'hui, vous l'écoutez
puis que vous êtes rendu probablement peut-être au mois de mai, j'imagine, 2023, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai enregistré un peu plus tôt. J'ai pris un petit peu d'avance dans mes lectures de l'univers légende, donc j'enregistre quelques épisodes un peu d'avance. Mais présentement, on est le mercredi 12 avril, puis la fin de semaine vient tout juste de terminer depuis une journée. On vient de finir le Star Wars Celebration Europe 2023. Je sais qu'il y a bien des podcasts qui en parlent, tout ça. Moi, je ne vais pas vous faire une couverture du tout de ça. Je voulais tout simplement vous mentionner que de mon côté, c'était la première fois que je décidais de regarder les diffusions live des journées sur YouTube, sur la chaîne Star Wars. La célébration est sur 4 jours. Puis, ils font vraiment une excellente couverture de cet événement-là. On a accès en live à plusieurs interviews, puis à plusieurs panels aussi qui étaient présentés là-bas. J'ai récemment terminé d'écouter les 2 premières journées. Puis je voulais vous mentionner rapidement un peu qu'est-ce qui s'était passé dans ces 2 premières journées-là. Puis le prochain épisode, je prendrai le temps de vous résumer rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières journées. Premièrement, c'est un événement qui est gratuit. Là. Sur leur chaîne de Star Wars, c'est disponible. Vous pouvez accéder à ces vidéos-là. Évidemment, c'est des très longues vidéos. Là, on parle de entre 5 heures et presque 8 heures pour chaque vidéo. Mais tu sais, ils prennent le temps de mettre des chapitres à l'intérieur des vidéos. Donc, rapidement et facilement, vous pouvez retrouver des sujets qui vous intéresseraient. Puis évidemment, c'est gratuit, donc si vous avez un peu de temps, moi je vous suggère vraiment, là, c'était très intéressant. La journée 1 et 2, on a vu plusieurs entrevues avec divers acteurs de la future série The Acolyte. Ça, c'est une série, si je ne me trompe pas, qui va se passer vraiment dans le passé au niveau de la ligne du temps canon de Star Wars. On a vu aussi des entrevues avec les acteurs de la série de Mandalorian, évidemment, ou sinon aussi la bonne série Endor. En lien avec Endor, on a eu le droit à visionner un panel qui parlait du making-of justement de la saison 1 de Endor. Ça aussi, c'était vraiment bon. On avait le droit, évidemment, le personnage principal de la série avec plein d'autres personnes reliées à l'entour de la production de cette série-là. Sinon, on a eu droit aussi à un panel du 40e anniversaire du film Return of the Jedi parce que, évidemment, cette année, c'est justement l'anniversaire des 40 ans du dernier film, ou plutôt du 6e film de Return of the Jedi, si on se fie à la numérotation des films. Ça aussi, c'était vraiment intéressant, des bons invités. Vous pouvez aller voir ça, je vous le suggère. Sinon, on a même eu droit à une interview assez drôle avec Anthony Daniels, qui joue notre fameux C-3PO. Ça aussi, c'était très bien. En plus, on a eu droit, pour ceux qui sont fans de la série d'animation Clone Wars, cette année, ils fêtent les 15 ans de cette série-là. Puis, encore une fois, ils ont décidé de faire un panel pour un peu parler de l'historique de toute la création de Clone Wars. Évidemment, avec des invités très intéressants, les doubleurs des voix de certains personnages iconiques, si on veut, de cette série-là. Puis sinon, la deuxième journée se terminait avec un panel au sujet de l'ère de la Haute République, The High Republic. Là, on a eu droit à des invités comme plusieurs auteurs qui participent à l'écriture de tout ce qui se passe dans cette ère-là. On avait Claudia Gray, Lydia Kang, George Mann, Daniel José Holder, Cavan Scott, Charles Soules, Alyssa Wong, bref, plusieurs très bons auteurs qui nous ont écrit tous les nouveaux romans adultes, jeunesse, les comics de l'ère de la The High Republic, de l'univers canon de Disney. Puis on a même eu droit à une présentation rapide de la nouvelle série pour les tout-petits qui s'en vient, Star Wars Young Jedi Adventures, qui est vraiment comme si on veut, une mini-série qui se passe
dans l'ère de la Haute République, mais vraiment qui s'adresse aux tout petits, là, vraiment des enfants très jeunes. C'est pas nécessairement pour les adultes, mais évidemment, me connaissant, je vais sûrement regarder ça. Puis en plus, je vais prendre le temps de regarder ça, peut-être essayer de voir si mes filles de 1 an et 3 ans ont un quelconque intérêt pour cette série-là. Si c'est le cas, tant mieux, je la regarderai avec elles. Sinon, je regarderai ça toute seule de mon côté. Bref, c'était un petit retour rapide sur ce que j'ai vu du Star Wars Celebration Europe 2023, les 2 premières journées. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai vite de la 3e et 4e journée. Sinon, si vous voulez avoir vraiment plus d'informations, mais que ça ne vous tente pas nécessairement d'aller regarder les conventions, je vous suggérerais d'aller voir le podcast ou écouter ou voir, parce que je sais qu'ils sont aussi en vidéo, le podcast de Star Wars en direct, qui est un excellent podcast. C'est un des premiers podcasts, là, Star Wars, puis francophone en plus. Ça fait des années et des années qu'ils sont là. Puis eux font une excellente couverture de cet événement-là. Donc, allez voir ça, je vous suggère. C'est un excellent podcast à écouter. Moi, je suis un fervent passionné de ce podcast-là, donc allez-y. Sinon, si on revient à notre contenu d'aujourd'hui, pour vous faire un petit résumé sur la dernière histoire qu'on avait lue dans le dernier épisode de la tribu perdue des Sith, ce qui était le 4e tome, Sauveur. Évidemment, petit avertissement, ça va être un résumé complet avec spoiler. Comme ça, au moins, vous allez savoir exactement ce qui s'est passé pour ceux qui n'avaient peut-être pas l'intention de le lire ou que ça leur dérange tout simplement pas d'être spoilé, divulgaché au niveau de l'histoire. Donc, je vais y aller avec ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dernier épisode, on s'était laissé... on avait le personnage Adarival qui était accompagné de son mouvement secret de résistance qui se préparait à passer à l'action pour tenter de se débarrasser des Sith de leur planète. On apprend aussi que dans le tome 3, je sais pas si je l'avais peut-être pas mentionné, dans le tome 3 qui se nommait Parangon, on avait appris que le personnage Scylla était en charge de l'unité médicale et qu'elle s'occupait de de faire le suivi, si on veut, de la génétique des Sith. Son rôle, c'était vraiment de s'assurer que le nombre d'humains au sang relativement pur soit vraiment en hausse. Puis on apprenait dans le tome 4, Sauveur, que Scylla était fière des progrès qu'elle avait fait de ce côté-là, que bientôt les Sith seraient complètement de sang humain. Donc c'était un peu son plan et son travail là, qu'elle faisait. Sinon, son fils Jariad, accompagné de son groupe les Sabres, attaque Corsine pour lui succéder. On savait que, justement, de son côté, Scylla et son fils étaient en train de manigancer, justement, un renversement de Yaru Corsine, qui était le commandant des Sith. Donc là, Jariad décide d'attaquer Corsine. Puis au même moment, Scylla demande à Corsine de raconter le jour où ce qu'il avait tué et jeté de la colline Dévory, le père de Jariad. Mais au même moment que cette attaque-là se produit, nos personnages sont surpris par une dizaine d'Uvacs, les espèces d'animaux volants qui sortent puis qui arrivent vers eux. Ce sont tous les Uvacs des sables, mais ces Uvacs-là, présentement, sont sous le contrôle, si on veut, des travailleurs de l'étable, les Kishiri. Parce que les fameux Kishiri, qui est le peuple de la planète Kesh, travaillaient maintenant pour les Sith, puis la plupart, certains des leurs travaillaient dans les étables pour s'occuper des Uvacs. À ce moment-là, Corsine et Goyle, c'était un peu comme le bras droit de Corsine, ils profitent de ce moment-là où ils sont surpris par les Uvacs pour s'échapper, et se sauver et se cacher dans un bâtiment. À ce moment-là, Adari, accompagné d'une centaine de travailleurs des étables, ils prennent le contrôle de presque la totalité des Uvacs. Puis là, à ce moment-là, on voit que les Sith, ils n'ont plus accès à aucun Uvac. Là. Ils ont vraiment été tous pris par les travailleurs des étables. Adari, ce qu'elle veut faire finalement, c'est d'entraîner tous les Uvacs et son peuple pour monter dans le ciel et disparaître dans les vents du ciel de Kesh pour se sauver.
Jariad attaque Corsine au même endroit où son père était mort, au bord de la falaise. Puis on le voit qu'il est en train de l'attaquer à ce moment-là. Ce qu'on apprend par la suite, c'est que Corsine, en cachette, avait entraîné sa fille Nida. Ça, c'est la fille qu'il avait eue avec Scylla quelques années plus tôt. Puis il avait vraiment entraîné Nida pour que finalement, ça soit elle qui lui succède. À ce moment-là, Adari apprend que Tori, son fils, malheureusement, a tout avoué de son plan avec les rebelles de ce qu'il voulait faire, qui était de renverser, pas de renverser, mais de se débarrasser des Sith. Son fils Tori, malheureusement, a tout avoué à Nida, peut-être sous l'emprise de son charme ou quelque chose comme ça, mais bref, il a avoué à Nida tout le plan que Adari avait organisé avec les rebelles. Puis à ce moment-là, on apprend que Adari et environ 300 autres qui l'ont suivi, ils se retrouvent coincés sur une minuscule île avec presque rien pour les aider à survivre. Si on revient au moment de l'attaque, on voit que Scylla se réveille. Elle a été blessée parce qu'à un certain moment, Gloyd, le fameux bras droit de Corsine, il s'était fait exploser au moment de l'attaque pour tenter de défendre justement Corsine. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça l'a blessé Scylla finalement. Donc, c'est ça. Elle se réveille blessée, puis elle se demandait qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle voit sa fille Nida qui l'informe que Jariad a tué Corsine, mais qu'elle, à son tour, a tué son frère Jariad. Puis elle l'a lancé dans le ravin aussi. On apprend que Corsine, son père, il a laissé un testament qui dit comme quoi que Nida est maintenant le nouveau grand seigneur des Sith. Alors là, Nida décide de faire barricader l'accès au temple du pic montagneux, l'Omen, leur fameux vaisseau qui était écrasé sur ces pics montagneux-là. Puis Scylla y est abandonnée. Donc, elle est comme condamnée à rester sur les pics montagneux pour le restant de ses jours, seule à cet endroit-là. C'est comme ça que ça se terminait, le 4e tome de la tribu perdue des Sith. Je voulais tout simplement vous faire un retour sur ça, comme ça au moins c'est intéressant, vous savez un peu ce qui s'est passé là. On va y revenir plus tard à la tribu perdue des Sith, mais pas pour tout de suite. Pour l'instant, comme je l'ai dit au début de l'émission, on va aujourd'hui s'attaquer à encore les comics de Tales of the Jedi. Mais avant ça, j'ai 2 petites courtes histoires à vous parler. Ces histoires-là, ça fait partie des textes que moi, j'avais jamais eu l'occasion de lire. Puis là, c'est vraiment tout petit. J'ai obtenu, si on veut, ces histoires-là c'est un livre de West End Games. West End Games, c'était ceux qui publiaient des livres pour les jeux de rôle de Star Wars. Puis il y a un des livres qu'ils ont fait qui se nomme Tales of the Jedi Companion. À l'intérieur, il y a plusieurs informations reliées à l'ère de Tales of the Jedi. Puis dans ce livre-là, Tales of the Jedi Companion, on a 2 petites histoires dans le chapitre 4 qui va toucher les personnages qu'on va voir dans le comic qu'on va parler tout de suite après. On va voir premièrement la 3e histoire. Puis juste rapidement, Tales of the Jedi Companion, ça a été publié en novembre 1996. C'est sûr que ces livres-là, c'est plus disponible. Vous pouvez être tenté de chercher, si vous voulez, sur Internet si vous voulez absolument l'avoir en format physique. Pour le fun, j'ai fait quelques recherches. Quand j'ai vu le prix que ces livres-là se détaillaient, tu vois, là, ça l'a atteint un peu ma limite côté acheteur compulsif des livres de Star Wars. Mais c'est vraiment, c'est pas grave, là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que tous les livres de West End Games de Star Wars sont disponibles sur le site starwarstimeline.net. C'est justement le site que je me réfère souvent là, pour lire certaines informations. Donc, si jamais vous êtes intéressé de votre côté à le lire, allez voir ce site-là. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, 3e histoire.
on a comme un peu un background, si on veut, du personnage, le roi Omin, qu'on va voir bientôt dans les comics. Puis c'est très court, là. C'est des textes de à peine une page ou même moins qu'une page, là. Donc, le roi Omin, c'est un descendant de Fridonnad. Fridonnad, c'est un personnage qu'on va aussi connaître très bientôt. On voit que le roi Omin est en train de suivre les enseignements du fantôme de Fridonnad depuis quelques années. Il est en train de faire une épreuve mentale pour lui permettre de s'ouvrir au côté obscur. Il réussit cette épreuve-là et devient puissant et invincible. Par contre, si on veut l'accès au côté obscur, a un prix. Il va perdre le contrôle de son corps. Maintenant, le pouvoir du côté obscur appartient au roi Omin, mais de l'autre côté, le roi Omin appartient maintenant au côté obscur. On comprend qu'il est avec quelque chose au roi Omin qui a pu s'élever du côté obscur, mais qu'il y a quelque chose en contrepartie qui le affaiblit physiquement, mais on verra dans le futur qu'est-ce qui va se passer avec ça. Sinon, ensuite, si on veut chronologiquement, il y avait la première histoire du chapitre 4. Cette histoire-là parle du personnage de la reine Amanoa. C'est très court, encore une fois. Tout ce qu'on voit, c'est que la reine Amanoa est en train de réprimander un de ses prisonniers qui lui dit qu'elle est la noirceur de Isis, que c'est une mauvaise personne, tout ça. Puis on est capable de voir rapidement là, que la reine Amanoa, elle a une certaine fureur et une méchanceté. Cette reine-là semble vraiment pas une bonne personne. À un certain moment, même, elle tue l'homme, le prisonnier, qui est en train de lui dire ces choses-là. Puis là, elle demande à ses gardes de lui débarrasser du cadavre, puis de faire vite parce qu'elle attend 3 invités Jedi qui s'en viennent la voir. Comme vous voyez, c'est vraiment court. Mais pour vrai, les 2 histoires que je viens de vous dire là, c'est quand même intéressant. Vu que c'est disponible gratuitement en ligne, je vous suggère d'aller les lire si ça vous tente. Mais il n'y a pas beaucoup plus que ce que je vous ai dit, là. C'était plus qu'un résumé, c'était pas mal l'histoire complète. Mais c'est le fun parce que ça donne, si on veut, un background pour ces personnages-là, les personnages qu'on va rencontrer bientôt dans les comics. Donc là, maintenant, on serait prêt à attaquer notre sujet du jour, Tales of the Jedi, Ulic Qel-Droma and the Beast Wars of Onderon. Ces comics-là, si on veut, cette histoire-là, est en 2 numéros, parce que la série Tales of the Jedi, où ce qu'on est rendu, il y a 5 numéros au total, mais on a 2 arcs, si on veut, d'histoire à l'intérieur. On a le numéro 1 et 2 qui est Ulic Qel-Droma and the Beast Wars of Onderon, puis on a les numéros 3 à 5 qui va être l'histoire de Saga of Nomi Sunrider. L'histoire de Ulic Qel-Droma and the Beast Wars of Onderon, ça se situe environ 4000 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e livre. Ça a été écrit par Tom Veitch et au dessin, on a Chris Gossett. C'est une série qui a été publiée chez Dark Horse Comics, puis le premier numéro est sorti le 1er octobre 1993. Je vais faire un petit résumé rapidement de ces 2 premiers numéros-là. On a le maître Jedi Arca qui est en train de raconter une histoire à ses 3 jeunes apprentis Jedi. On a Ulic et Qel-Droma, qui sont 2 frères, et le Twi'lek Tot Doneta. Maître Arca raconte l'histoire du long conflit qui règne depuis toujours sur le monde Onderon. C'est une guerre qui est entre le peuple sauvage qui ont dompté les fameuses bêtes cruelles volantes et le peuple avancé technologiquement à la grande ville fortifiée de Isis. Les Onderoniens ont demandé l'aide de la République pour régler le conflit qui règne depuis des siècles. Donc à ce moment-là, Maître Arca envoie ses 3 apprentis en mission sur Onderon. Puis c'est vraiment leur première mission à ces 3 apprentis Jedi-là. Arrivés sur Onderon, leur vaisseau est aussitôt attaqué par le peuple des bêtes volantes. Donc,
rapidement, nos héros se réfugient dans la ville fortifiée. Puis, aussitôt qu'ils sont arrivés, la reine Amanoa, qu'on a entendu parler tantôt dans la courte histoire que je vous ai mentionnée, les convoque dans la salle du trône. Donc, on voit que c'est vraiment en même temps que la petite histoire de tantôt, quand elle nous disait qu'elle attendait trois Jedi. Les Jedi arrivent dans la salle du trône, puis on voit à ce moment-là que la reine elle semble très déçue de voir 3 apprentis Jedi plutôt qu'un grand maître Jedi. Au même moment, les chevaucheurs attaquent et kidnappent la princesse. Alors à ce moment-là, la reine demande aux Jedi de ramener la princesse à elle. Ulic Qel-Droma veut partir immédiatement à la rescousse de la princesse, tandis que son frère Kay voudrait plutôt qu'il prenne le temps de retourner auprès de Maître Arca pour que celui-ci prenne la décision de la suite des choses. Finalement, Ulic Qel-Droma refuse et les 2 autres acceptent de suivre Ulic et d'aller sauver la princesse. Mais rendus au-dessus de la forêt, dans leur vaisseau, ils sont attaqués par les chevaucheurs des bêtes volantes. Je vais m'arrêter là. Petit résumé très rapide, mais je veux vraiment vous laisser la chance de découvrir par vous-même l'histoire avant qu'on y revienne dans l'épisode prochain. Mais je peux vous dire que même si c'est une courte histoire en seulement 2 numéros, il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette histoire-là. Puis j'ai trouvé ça très intéressant et très palpitant. Puis comme je vous disais tantôt, pour revenir au court texte qu'on a lu dans Tales of the Jedi Companion, je trouve que d'avoir lu rapidement ce court texte-là sur la reine Amanoa, ça amène vraiment un peu de background, puis ça nous aide déjà à cerner le personnage de la reine. On a droit à une petite couche de plus là, au niveau de comment cette reine-là. Et même si dans le comic, on voit qu'elle semble un peu méchante, mais pas tant que ça en même temps. On dirait que c'est plus le court texte qui m'a vraiment montré que elle était très cruelle et tout ça, là. Donc, juste pour ça, je trouve que c'était le fun de lire le texte avant. Je trouve que nos 3 personnages sont très intéressants, puis j'ai le goût d'en savoir plus, là. Bref, comme je l'ai dit 1000 fois, j'adore vraiment l'ère des Tales of the Jedi, donc allez-y, allez lire ça, là, ça en vaut vraiment la peine. Prochain épisode, on va attaquer le numéro 3, 4 et 5 de Tales of the Jedi. On va aller lire The Saga of Numi Sunrider. Encore une fois, ça va être très bon. J'ai bien hâte de vous parler de ça. Donc, revenez à la prochaine épisode pour qu'on écoute ça. Sinon, comme toujours, si vous avez des commentaires, bons ou mauvais, ou des idées pour que j'améliore un peu l'émission, peu importe, vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse masemaine-starwars@gmail.com. Sinon, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Ma Semaine Star Wars. Je m'amuse à mettre les épisodes à cet endroit-là, mais en plus, de temps en temps, je vous fais des courtes vidéos, des shorts, pour vous montrer certaines acquisitions que j'ai faites au niveau de la littérature Star Wars, ou vous présenter certains coups de cœur que j'ai lus. Bref, allez voir ça, il y a des petites vidéos, c'est intéressant. Sinon, page Facebook, Instagram, c'est encore en vie. Je continue à publier de temps en temps des informations sur ça, donc je vous invite à aller liker la page, vous abonner. Sinon, l'épisode, comme toujours, est disponible sur presque toutes les plateformes, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon. Donc Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, si vous avez aimé l'émission, parlez-en, partagez l'émission. Puis, j'ai déjà hâte de vous revoir la semaine prochaine. Donc, d'ici là, amusez-vous, lisez du Star Wars, écoutez du Star Wars. À bientôt. Salut.